La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. 13h à Abomey-Calavi et partout au Bénin. Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de la mi-journée. Les titres. Les femmes entrepreneurs du Bénin et de plusieurs pays africains ont participé à un forum afin d'accroître leurs connaissances et de mettre à profit leur savoir-faire. Retour sur les temps forts de cette séance et c'est dans un instant. En page santé, on parlera du sommeil qui dispose de plusieurs atouts pour l'épanouissement de l'être humain. Les précisions sont à suivre avec Yvette Yaro, médecin généraliste. En sport, l'athlète béninoise Noélie Yarigo s'arrête en demi-finale pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà qui plante le décor de cette édition. Place au développement. Le Forum international des femmes entrepreneurs engagées au Bénin a rassemblé des centaines de femmes déterminées à faire bouger les lignes. Cette rencontre, placée sous le signe de l'innovation et de la solidarité, a été l'occasion de partager des expériences, de tisser des liens et de renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux. C'est une initiative de l'Union mondiale des femmes entrepreneurs engagée pour renforcer les capacités de la jeune féminine entreprenante. Durant 3 jours, les participantes venues de plusieurs pays de l'Afrique ont eu droit à une kyrielle d'activités, notamment des formations, des sessions de réseautage, des rencontres B2B, des recherches de financement et d'expertise, des panels, mais aussi des expositions ventes. Ensuite, le thème de cette année, quel type de partenariat pour la croissance des entreprises féminines en Afrique est d'une pertinence cruciale et en tant que femmes entrepreneurs, nous faisons face à des défis uniques, mais nous disposons également d'opportunités exceptionnelles. Ce forum est une plateforme pour partager nos expériences, nos réussites et pour établir des partenariats qui nous aideront à surmonter les obstacles et à minimiser notre potentiel. Notre pays est de plus en plus cité en exemple pour son engagement constant envers le développement féminin. L'Association nationale des communes du Bénin, LCB, que je préside, s'inscrit aussi dans cette vision. C'est ce qui justifie notre engagement féminin au niveau local, car nous savons que pour atteindre les objectifs de développement durable ODD, il est important d'encourager et de soutenir les initiatives portées par les femmes. Le leadership féminin est une clé indispensable pour le progrès économique, social et environnementale de nos communautés. Je suis convaincu que les formations, les sessions de réseautage, les rencontres B2B, les recherches de financement et d'expertise, les panels, les expositions ventes et les autres activités contribueront à renforcer vos capacités en tant que responsables d'entreprise. Permettez-moi de féliciter une fois encore toute l'équipe de UNIFE pour ce grand événement d'échange sur le partenariat et le leadership féminin au service du digital et de dire un grand merci à toute l'équipe de Aouline Bénin qui depuis 3 semaines s'est mise au service de ce réseau jeune que nous sommes appelés à accompagner. Je souhaite plein succès à ce premier forum international des femmes entrepreneurs engagées et un très beau séjour à nos sœurs venues de tous les pays africains et de la diaspora. Cet événement a permis de mettre en avant le rôle crucial des femmes dans le développement économique du Bénin. Au cours des différentes tables rondes et ateliers, les femmes entrepreneurs ont abordé les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien, comme l'accès au financement pour la promotion de leur autonomisation. Ce forum a également été l'occasion de nouer des partenariats entre les femmes entrepreneurs béninoises et leurs homologues de la sous-région. Ces collaborations devraient permettre de renforcer les réseaux d'affaires et de faciliter l'accès à de nouveaux marchés. Un autre volet à présent, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu ce lundi 5 août 2024 sa décision sur la demande de mise en liberté provisoire sollicitée dans le dossier Ananas contaminé par les avocats du mis en cause. C'est l'une des informations retenues dans cette compilation des nouvelles au plan national présentée par Ange Chris Sonja.
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a rendu lundi 5 août 2024 sa décision sur la demande de mise en liberté provisoire sollicitée dans le dossier Ananas contaminé par les avocats des mises en cause. Dans sa décision sur cette affaire, la juridiction spéciale a ordonné la mise en liberté provisoire de l'ancien directeur général de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments, Epiphane Ossou, et son collaborateur. Mais le juge a astreint les prévenus à verser un cautionnement de 200 000 francs CFA chacun avant de retrouver leur liberté. Après sa décision, la Cour a renvoyé la procédure au 18 novembre 2024 pour la poursuite des débats. À cette prochaine audience, le juge a convoqué le directeur de la production végétale du ministère de l'Agriculture. Les mises en cause sont poursuivies après le retrait de l'ananas béninois des supermarchés en France pour contamination chimique présumée. Un chef d'entreprise est également poursuivi, mais sans mandat de dépôt. Les 3 prévenus sont poursuivis devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour abus de fonction et fausse attestation. Lors de l'audience du 15 juillet 2024, ils ont tous plaidé non coupables. L'SDG a contesté l'analyse du distributeur français ayant révélé la forte présence de l'étéphon sur l'ananas béninois exporté en France. Le plus vieux prisonnier du Bénin, Koto Dafia, a également bénéficié de la grâce présidentielle accordée par le président Patrice Talon. En effet, le président Patrice Talon a accordé la liberté à 27 détenus condamnés par la CRIET. Ainsi, le lanceur d'alerte Hugues Sosukwe a annoncé sur sa page que Koto Dafia, âgé de 82 ans et connu comme le plus vieux prisonnier du Bénin, va recouvrer sa liberté. Placé sous mandat de dépôt le 10 avril 2021, il a été reconnu coupable de tentative d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Il avait été condamné à 8 ans d'emprisonnement ferme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et devrait finir de purger sa peine le 10 avril 2029. Patrice Talon a rendu une visite surprise au festivalier de Porto Novo le samedi 3 août 2024. Le chef de l'État a participé à la fête culturelle à Porto Novo en visitant aussi tour à tour les places Migan, Lokossa et Iya Agbessan. Lors de cette visite du président de la République, était présent le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, et des autorités politico-administratives. Fruit d'une réforme de l'exécutif, le Festival des masques de Porto Novo est une nouvelle version du Festival international de Porto Novo. Ce nouveau format vise à apporter une plus-value et à donner une dimension internationale aux festivités culturelles du pays. Au Bénin, l'éradication du paludisme à l'horizon 2030 mobilise les acteurs impliqués dans la lutte contre cette maladie qui, malgré les nombreux efforts, reste l'une des premières causes de mortalité infantile. En dépit des efforts, il reste un véritable problème de santé publique. Les populations des zones les plus exposées ne savent plus quoi faire pour prévenir cette maladie causée par les moustiques. Nous sommes actuellement dans la période propice à la maladie. Marcos Dossou est pédiatre. Il explique ici ce qu'est le paludisme et relève ses causes. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire, c'est-à-dire c'est causé par un parasite qu'on appelle le plasmodium. En pratique, ce qui cause vraiment cette maladie, c'est les piqûres de moustiques, notamment l'anophèle, qui est la femelle, et donc qui va piquer un sujet qui a le paludisme, prendre le germe du paludisme et après le transmettre maintenant à un autre sujet sain. Alors ce que je peux dire en plus sur cette maladie, c'est qu'elle est fréquente. C'est une maladie qui sévit toute l'année. C'est vrai qu'il y a des périodes où on a plus de cas, c'est notamment en saison pluvieuse, où il y a la prolifération des moustiques. Pour lutter contre le paludisme, il y a plusieurs façons. C'est-à-dire ce que nous appelons la prévention en fait. Et la meilleure prévention qui va nous permettre de venir à bout du paludisme, c'est d'éliminer les moustiques de notre environnement. Ce qui va être difficile, parce que la zone où le paludisme sévit, c'est une zone où le climat est favorable justement à la prolifération des moustiques. Et la meilleure lutte, c'est l'urbanisation.
Donc si nous urbanisons l'environnement dans lequel nous sommes, si nous modernisons, nous faisons de sorte que les gîtes là où les moustiques se prolifèrent disparaissent, c'est que nous allons vraiment venir à bout. Maintenant, ce qui se fait là, c'est parce qu'on sait que c'est une maladie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment fréquente, donc qui ne respecte pas d'âge, donc depuis le bébé jusqu'à la vieillesse, et surtout les petits-enfants de 0 à 5 ans en sont vraiment vulnérables. Donc les préventions qu'on fait, c'est comment faire vraiment pour limiter les dégâts par rapport vraiment à la souffrance que génère cette maladie et par rapport au décès qu'on a. Avant 2030, le défi sera de réussir la sensibilisation des populations pour le respect scrupuleux des mesures préventives. Mais comment peut-on reconnaître les signes du paludisme? On écoute. Alors, la reconnaissance du paludisme, ça va se baser déjà sur les symptômes que l'enfant va présenter. Et à partir de ces symptômes, maintenant, on va demander l'analyse, on va faire la confirmation au laboratoire, on va prélever le sang pour aller rechercher le germe, le parasite qui cause le paludisme. Au niveau des signes, il faut comprendre déjà à partir du cycle du paludisme que lorsque les moustiques nous piquent et envoient les germes du paludisme dans le sang, dans un premier temps, ça va se localiser au niveau du foie. Donc c'est au niveau du foie que l'usine de production va se faire et c'est quand le foie va finir maintenant cette fois que ça va se déverser dans le sang. Et c'est dès que les germes commencent à passer dans le sang que nous on commence à voir les signes. Mais parlant des signes réellement, il y a ce que nous appelons les signes généraux. Les signes généraux, c'est des signes qu'on retrouve dans toute infection. C'est la fièvre, c'est la fatigue, c'est les maux de tête, c'est les courbatures, on a mal dans son corps. Maintenant, la particularité chez l'enfant, au niveau de ces signes, c'est qu'il ne s'exprime pas. Donc, on va voir peut-être un enfant qui dort plus, qui ne s'amuse plus comme avant, qui ne s'alimente plus comme ça se doit, ou bien un enfant qui se réveillait d'habitude la nuit, il dort toute la nuit, peut-être même au petit matin, il ne se réveille pas, ou bien quand la maman va toucher le corps de l'enfant, il va se rendre compte que son enfant est en train de chauffer, on va prendre la température et puis confirmer. Mais au-delà de ces signes, il y a les signes digestifs. Vu le fait que ça se développe au niveau du foie, on aura de la nausée, on n'aura pas envie de manger, on va vomir, on peut avoir des maux de ventre. Maintenant, ça, c'est des signes qu'on observe quand c'est la forme simple, puisque le paludisme, c'est une maladie meurtrière, comme vous avez commencé à le dire. Mais dans les formes graves, ces parasites vont aller se localiser au niveau des organes nobles. C'est comme le cerveau, par exemple. Ou bien, ils vont libérer des substances dans le sang qui vont vraiment endommager des organes comme le rein. Donc, ce qui peut faire maintenant qu'on peut avoir les formes graves. Donc, les formes graves, ça va être différent. C'est-à-dire, les signes vont varier en fonction de l'organe qui est atteint. Si le paludisme est un danger pour tous, pour les femmes enceintes et les enfants, le risque est encore plus grand parce que le pire est arrivé en un rien de temps. Les signes de gravité ne sont pas des signes qu'il faut souhaiter avoir parce que c'est comme la convulsion. Vous allez voir les enfants, ils commencent à convulser, ils font comme des attaques, comme on le dit en langage vulgaire, avec les yeux vraiment tournés vers le haut, des mouvements vraiment brusques qui font vraiment peur, donc les crises convulsives. Il y a ce que nous observons souvent qui est l'anémie. Puisque je vous ai dit, une fois que les germes seront déversés dans le sang, ça va aller se localiser à l'intérieur des globules rouges. Ça va les faire éclater. Donc ça va donner l'anémie et l'ictère. Et dans ce processus, le rein, c'est un surplus de travail pour le rein parce qu'il faut qu'il élimine tous ces débris. Ça peut se bloquer. Donc on peut voir un enfant qui a du mal à faire les urines. On peut voir un enfant qui a du mal à respirer. Ouais, donc c'est déjà les signes de gravité. Et le paludisme, à l'intérieur des globules rouges, ça va faire consommer le sucre d'une autre façon. Et vous savez, une hypoglycémie, lorsque vous ne la traitez pas dans l'immédiat, l'enfant peut en décéder. Mais j'insiste pour dire qu'on ne devrait pas en arriver vraiment à ces signes. C'est compte tenu des comportements que nous avons qui font que vraiment on en arrive là et puis c'est déplorable. On reste toujours au Bénin où l'avortement est légal jusqu'à 12 semaines de grossesse depuis 2021 grâce au vote de la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Mais malgré cette loi, les avortements clandestins ne sont toujours pas abolis. Quelles sont les conséquences de l'avortement clandestin? Yemanlin Alexis Tchewele, médecin gynécologue au micro de Romaric Tokwe. Qu'est-ce donc l'IVG? L'interruption volontaire de grossesse, c'est le fait qu'une femme enceinte prenne la décision d'interrompre, de faire interrompre sa grossesse. C'est l'arrêt de la grossesse, une grossesse qui est évolutive volontairement après une décision donc de la femme
et même du médecin. Quels sont les types d'interruptions volontaires de grossesse qui existent et dans quelle mesure peut-on accepter l'IVG? Quand on parle d'interruption volontaire de grossesse, on parle d'avortement. Avortement, c'est interrompre la grossesse, mais l'avortement peut être de plusieurs types. Les avortements peuvent être spontanés, donc une femme enceinte peut perdre sa grossesse sans rien faire, donc spontanément. Mais il y a des avortements qui peuvent être volontaires, c'est ça que nous appelons IVG. Au fait, les interruptions volontaires de grossesse ont des raisons. Premièrement, une femme qui est enceinte et que la grossesse qu'elle porte est un danger pour elle, ne doit pas garder sa grossesse. Si la grossesse va l'amener, elle, à disparaître. Donc, compte tenu des maladies, des tares qu'elle porte, une femme qui a une cardiopathie très avancée ne peut pas garder la grossesse, elle risque de partir. Donc, on va lui proposer d'accepter une interruption de grossesse. La loi a prévu des choses. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée concernant les interruptions volontaires de grossesse. Évidemment, cette loi existait déjà depuis 2004. Cette loi existait déjà, mais les gens n'étaient pas informés de la loi. L'IVG était autorisé. Deuxièmement, c'était autorisé pour des jeunes filles ou bien des femmes en cas de viol. Une femme qui subit un viol et qui tombe enceinte, comprenez qu'on puisse autoriser que cette femme-là puisse interrompre sa grossesse. Ou alors une grossesse qui est survenue dans le cas de l'inceste. Pour l'image de la famille, parfois les gens demandent qu'on fasse l'interruption de grossesse. Le troisième volet, c'est que la femme peut demander à interrompre la grossesse parce qu'elle est dans certaines conditions. Évidemment, c'est ce que introduit la nouvelle loi qui va un peu plus loin en considérant d'autres paramètres par rapport à l'IVG. Quelles sont les conséquences de l'interruption volontaire de grossesse? Attention, prééclampsie. Donc, ces interruptions de grossesse faites de manière clandestine peuvent vous donner beaucoup de choses. Il y a les perforations utérines, il y a l'hémorragie, il y a les infections qui peuvent, à la longue, si l'infection est mal traitée, causer donc ce que nous appelons l'infertilité, pourquoi pas. Donc il y a beaucoup de complications liées à la... Même quand c'est fait à l'hôpital, on doit craindre également ces complications. Et donc, puisque à l'hôpital, les conditions sont réunies pour qu'on évite les complications, c'est pour ça que le législateur a autorisé à voter cette loi pour un peu limiter, réduire les décès maternels, surtout les décès liés aux interruptions volontaires. D'un sujet santé à un autre, le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. Caractérisé par une perte de vigilance, il permet de se reposer afin de redonner de la force à l'organisme. Quelle est donc la durée de sommeil préconisée pour chaque personne selon son âge? Yvette Yarou, médecin généraliste, nous éclaire. La durée varie en fonction de l'âge. Chez le nourrisson, 0 à 3 mois, doit avoir un sommeil de 14 à 17 heures par jour. Chez le bébé, 4 à 11 mois, il doit dormir 12 à 15 heures de temps par jour. L'adolescent doit avoir un sommeil de 8 heures à 10 heures de temps par jour. Et chez l'adulte, il doit dormir normalement 7 heures à 9 heures de temps par jour. À travers le sommeil, l'on peut bénéficier de plusieurs atouts qui sont nécessaires pour le corps, mais aussi pour la personne concernée. Toutefois, le manque de sommeil relève également des dangers auxquels l'on doit faire attention. Yvette Yarou, à nouveau. Le sommeil est très important parce que ça a plusieurs avantages. Il permet au corps de se réparer et de régénérer, surtout les muscles, les tissus. Et c'est important pour l'apprentissage et la résolution aussi des problèmes. Ça permet aussi de maintenir le métabolisme, de réguler les hormones. Et c'est aussi nécessaire pour la santé mentale. Le manque de sommeil peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. Parmi ces maladies-là, nous avons les problèmes cardiovasculaires, l'obésité, la dépression et l'anxiété. On a aussi les troubles du comportement, l'affaiblissement du système immunitaire et aussi des accidents. La chaîne de télévision E-Télé continue d'honorer la mémoire de François-Xavier Noumon. Quelques jours après ces obsèques, le studio central de la chaîne de télévision a été baptisé du nom de cet éminent journaliste qui s'en est allé dans la fleur de l'âge. Les précisions avec vous, Ginette Fleur Adandé. Ce vendredi 2 août 2024, nous, Aïda-Peta Napolitan, directeur, avons baptisé ce studio au nom de François-Xavier,
Henri Noumon, chroniqueur, présentateur et animateur de plateau, décédé le 22 juillet 2024 pour les bons et leurs services rendus à la chaîne. Ce faisant, la direction salue le dévouement, la loyauté, le professionnalisme et le travail bien fait, des qualités rares de nos jours qui méritent d'être célébrées. C'est par ce rituel que le studio central de E-Télé a été baptisé François-Xavier Noumon afin que son souvenir ne se perde point. Il était important pour la direction de reconnaître les mérites de cet éminent confrère qui a rejoint la félicité céleste de façon inattendue. Plus qu'un collaborateur, Agapite Maforican révèle avoir perdu un ami. On aurait pu faire de son bureau, baptiser le bureau de son nom. On aurait pu baptiser la salle de n'importe quel endroit, le rôle Xavier. Ça n'aurait pas été à la hauteur du personnage qu'il a, de ce qu'il fut dans cette maison. Donc c'est à juste titre, je m'en réjouis. Moi je préfère disparaître pour que lui il existe parce qu'il a été immense et derrière moi. Depuis 2 semaines pratiquement je sens le vide et je sais qu'il est irremplaçable. Après oui nous allons le laisser partir évidemment puisqu'il faut qu'il puisse se reposer. Je pense que c'est un infatigable collaborateur. C'est un infatigable père tout simplement. Parce qu'au-delà du collaborateur, je le pratique ailleurs. C'est bien dommage qu'on l'honore que de son départ. Mais il sait bien ce que je pense de lui. Pour ses collègues et les invités, François-Xavier Noumon était un homme rare. Il est serviable, dynamique, jovial, il est un peu de tout. Et il a été très brillant partout. Et tout le monde le savait, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Seul Dieu est capable de l'expliquer. Je retiens que c'est un travailleur. Je me rappelle, au moment où on faisait le déménagement, il s'est mis à la tâche. Il a ramassé les effets avec nous. Il a installé ici. Tout a été fait par lui. C'est pourquoi je voudrais remercier la direction de E-Télé qui a vu juste de baptiser le studio de E-Télé Studio François-Xavier Noumon, parce que si nous sommes ici, il a joué un rôle vraiment déterminant. Il va nous manquer, son sens de l'humour va nous manquer. C'est un homme dense. Il faut rappeler que François-Xavier Noumon a perdu la vie suite à un accident de la circulation dans la nuit du dimanche au lundi 22 juillet 2024 à Cotonou. Le mardi 23 juillet 2024, il a été conduit à sa dernière demeure au cimetière musulman de Apapa, plus précisément à Aboukikodi. La nouvelle du décès tragique de cet éminent journaliste a attristé la presse béninoise. Sans transition, on retrouve quelques nouvelles au plan international à travers cette compilation présentée par Romaric Tokwe. Dans l'est de la République démocratique du Congo, plus de 500 civils ont été tués en l'espace de 2 mois dans différentes attaques des groupes armés locaux et des miliciens des forces démocratiques alliées, organisations affiliées au groupe État islamique dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Le week-end, dans la ville de Bantombo, le chef coutumier et acteur de la société civile ont appelé au départ des groupes armés locaux dits Wazalando, ces miliciens alliés à l'armée congolaise. Bain de sang au Bangladesh après une nouvelle journée de manifestation contre la première ministre. La contestation et la violente répression reprennent au Bangladesh. Près de 100 personnes ont trouvé la mort ce dimanche alors que les manifestations menées par la fronde étudiante exigent la démission de la première ministre Sheikh Hasina. C'est un retour à la case départ alors que la contestation avait semblé marquer le pas au lendemain d'un dimanche sanglant au cours duquel 94 personnes ont été tuées. Selon les derniers chiffres, les manifestants anti-gouvernementaux ont prévu de marcher de nouveau en mars ce lundi à Dakar, la capitale du Bangladesh. Le pays fait face à une nouvelle coupure d'internet généralisée selon le fournisseur d'accès. Le chef de l'armée Wako Obzama va s'adresser à la nation à 8h, 14h heure locale. Le premier ministre cambodgien Oumomane a inauguré ce lundi 5 août en grande pompe le chantier d'un canal controversé, le Fumo Techno, devant relier le fleuve Mekong au golfe de Thaïlande. Il s'agit d'un projet historique qu'il vaudrait achever à tout prix à l'horizon 2028, a assuré le dirigeant. À première vue, le futur canal semble être une bonne idée, explique Brian Ailey,
spécialiste du bassin de Mekong au Timson Center, un groupe de réflexion américain joint par Justice Fontaine du service économique de RFI. En effet, le futur canal doit permettre aux navires navigants sur le Mekong de rejoindre le golfe de Thaïlande en évitant de passer par le Vietnam où se trouve l'embouchure du plan long fleuve d'Asie du Sud-Ouest. À 13h25 sur Radio Afrique Santé, on parle sport. À présent, Noélie Yarigo tombe les armes à la main. La guéparde de la Pandjari termine la demi-finale du 800 mètres à la 8e place avec un chrono de 2 minutes 1 seconde et échoue pour la 3e fois consécutive en demi-finale des 800 mètres aux Jeux Olympiques de Paris. Les précisions avec Ange-Chris Sonja. C'est fini pour Noélie Yarigo aux Jeux Olympiques Paris 2024. Seule représentante encore en lice à Paris, la Béninoise n'a pu se qualifier pour la finale du 800 mètres dames. La guéparde de la Pandjari a terminé dernière de la série ce dimanche 4 août 2024 avec un chrono de 2 minutes 1 seconde. La championne béninoise a réalisé une performance en deçà du chrono réalisé lors de sa qualification pour les demi-finales. Avec l'élimination de Noélie Yarigo, le Bénin n'a plus de représentant en lice aux Jeux Olympiques 2024. La médaille de bronze au championnat du monde en salle à Glasgow était la seule encore en lice. La compétition olympique qui se déroule dans la capitale française s'était déjà arrêtée pour les 4 autres représentants béninois. Eliane Douye, Didier Kiki, Alexis Badé et Valentin Huinato étaient éliminés dès le premier tour dans leurs catégories respectives. Le Bénin termine sa participation à ces Jeux Olympiques de Paris 2024 sans la moindre médaille. Fin de ce rendez-vous de l'information présenté par Mathilde Aïmon avec la complicité technique de Tibus Gezo. Merci à Ange-Chris Sonja pour la réalisation de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite de journée à vous. Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien.